le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés, partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles, surtout les garçons, t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier. Monsieur Leblanc, à quelle année remontent les premiers établissements français ici en Nouvelle-Écosse? En 1604, un groupe des autres, 76 des autres, ont laissé la France pour venir coloniser le nord de l'Amérique. Sieur Dumont et Samuel de Champlain étaient les chefs. Ils ont traversé l'Atlantique. Ils sont établis sur l'île Sainte-Croix. Cette île-là est en entrée de la rivière Sainte-Croix, et la rivière Sainte-Croix est la ligne entre le Maine et le New Brunswick. Pour très court, les ont laissés là. Ils sont retournés en France pour revenir l'année suivante avec un autre groupe. Quand ils sont venus, dans le mois d'août de 1605, pour trouver que 35, le premier groupe, était mort de scorbut. Ceux qui restaient sur l'île ont embarqué dans les bateaux et ont traversé le côté du sud, la baie Faudet, et entré dans le bassin d'Annapolis et sont établis à Port-Royal. Un des premiers établissements permanents en Amérique, je crois. Port-Royal est le plus vieux village permanent du nord de l'Amérique, nord du Mexique. Et c'est devenu la capitale de l'Acadie. Le mot Acadie devient des Indiens Micmac, qui veut dire terre fertile, terre d'abondance. La première attaque sur l'Acadie par les Anglais était en 1613 par un nommé général Argall de Virginie. Ça a premièrement changé de l'Acadie en Nouvelle-Écosse en 1621 par un nommé Monsieur William Alexandre, un Écossais. Il avait été donné le droit du roi de l'Angleterre, qui était James Ier, qui était aussi écossais. Et Nouvelle-Écosse est le latin de Nouvelle-Écosse. Oui, Nova Scotia. Oui. En anglais. Oui. La toute belle vallée d'Annapolis, en Nouvelle-Écosse, s'étire sur une centaine de milles de longueur entre Grand-Pré et Port-Royal. Entre ces deux hauts lieux de l'histoire française de l'Amérique du Nord, c'est le fief de riches cultivateurs anglophones. Jamais plus large qu'une dizaine de milles, la vallée et ses vergers jouissent d'un climat exceptionnel, serré entre deux petites chaînes de montagnes qui longent la baie de Fundy. Les vergers n'y sont pas concentrés comme au Québec. Ils s'éparpillent au milieu des prairies, des pâturages, des champs horticoles et des boisés. Le comté de Kings est le plus riche comté agricole des Maritimes. Quelle a été, à travers l'histoire, l'évolution de la pomiculture dans la vallée d'Annapolis? Dès la découverte de la vallée d'Annapolis par Champlain, où il a fondé l'Ordre de Bon Temps, il avait apporté des semences de pommes qu'il a mises en terre, et nous cultivons des pommes depuis ces temps lointains. Nous avons atteint le sommet
avant la guerre, lorsque nous produisions 9 millions de boisseaux, mais après la guerre, nous avons perdu le marché anglais et la production a été ramenée à environ 3 millions. Cette année, 2 600 000 boisseaux. Comment cette production se compare-t-elle à celle d'autres régions du Canada? C'est à peu près la moitié de l'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique qui produisent de 5 à 6 millions par année. Votre production est-elle destinée principalement à l'industrie du traitement ou au marché des fruits frais? Notre production est assez équilibrée. C'est environ le tiers pour le jus, un tiers pour les pommes pelées, pour les garnitures de tarte et les marmelades de pommes, et l'autre tiers pour la consommation fraîche, locale et l'exportation. Quelles sont les principales variétés que vous cultivez? Oh, toute une gamme, parce que nous avions la tradition de produire des pommes pour le marché anglais. Par conséquent, il y avait des variétés anciennes que vous ne connaissez peut-être pas, la Northern Spy, Kings, Ribstons, Ben Davison, Gain, Wagner et d'autres, des variétés anciennes. Notre production aujourd'hui de Macintosh augmente continuellement, 3/4 million de boisseaux. En plus de la Macintosh, nous avons la Gravenstein qui mûrit avant la Macintosh et qui est de plus en plus populaire. L'histoire de la pomiculture en Nouvelle-Écosse est assez particulière. Avant la guerre, elle a connu son apogée. On produisait à peu près exclusivement pour le marché anglais. Depuis lors, on a dû se rajuster. On a diversifié l'agriculture. La production de pommes a baissé des 2/3 et s'est réorientée. Les loyalistes ne sont plus seuls dans la vallée. De nombreux Allemands et Hollandais y sont venus avec leurs capitaines et leurs techniques. Entre 1965 et 1971, une entente entre la Nouvelle-Écosse et la Hollande facilitait l'établissement d'agriculteurs hollandais dans cette province. Pour ceux qui se sont établis sur les terres basses de Grand Pré, c'était comme chez eux. 60 d'entre eux sont devenus aviculteurs, producteurs de porc ou pomiculteurs dans Kings. De quels avantages jouissez-vous pour assurer l'essor de la pomiculture dans votre vallée? Nous croyons que nous jouissons de plusieurs avantages en comparaison d'autres régions, en particulier le prix du sol. Dans la plupart des régions de pomiculture, on est près des villes. Et les villes empiètent sur les régions avoisinantes et par conséquent, le prix du sol augmente. Ça ce n'est pas produit ici, appréciablement. Les terres sont encore à prix raisonnable. Il y a des unités de production, des exploitations assez considérables de 50 à 150 acres, ce qui nous permet d'assurer une certaine efficacité. Et il y a aussi d'excellents transports, notamment par container à Halifax. La ferme expérimentale de Kentville s'est particulièrement intéressée aux problèmes d'arrosage des vergers. Elle aurait joué un rôle de pionnier dans sa lutte intégrée aux insectes et aux maladies. C'est là, au sein de l'agriculture traditionnelle, une approche que ne renieraient pas les tenants de l'agriculture biologique. Là comme ailleurs, le nombre de fermes diminue rapidement. En 20 ans seulement, la moitié des agriculteurs sont disparus. C'est sans doute l'une des plus belles régions agricoles du Canada. Les fermes et vergers y sont bien aménagés. Les nouveaux venus y ont respecté le cachet Nouvelle-Angleterre de la région. Vu cette question de la protection de l'environnement, les inquiétudes que nous cause l'usage des pesticides, dans beaucoup de régions, on vient ici, on étudie les résultats de notre recherche et ça nous aide. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre industrie? Nous sommes assez optimistes. Cette année, ce sera une année difficile, mais ça aura été une année difficile dans toute l'Amérique du Nord. Nos coûts de production sont assez faibles, nous pouvons demeurer concurrentiels pour plusieurs années à venir et nous croyons que nous avons de bonnes chances. Comptez-vous occuper une part toujours croissante de la production canadienne? Je pense que c'est très possible.
L'industrie de la pomme a donc connu des changements dramatiques. On a dû arracher ou greffer avec de nouvelles variétés 1 million de pommiers. 70% des pommes produites en Nouvelle-Écosse sont transformées d'une façon ou d'une autre. La coopérative Scotian Gold met en marché la moitié de la production des 10 000 acres de vergers qui restent. C'est une coopérative complètement intégrée qui peut facilement manipuler la production de ses 500 membres, qu'il s'agisse du marché frais ou de transformation. En passant, notons que la vallée d'Annapolis est la seule région d'Amérique du Nord avec la Californie où la pomme de variété Gravenstein est produite facilement. Le climat de la vallée, plus doux que celui du Québec, le permet. L'excellente récolte de pommes de l'été dernier dans toute l'Amérique rendra la situation difficile pour les producteurs cette année. Assez curieusement, les consommateurs ont réduit leur consommation de pommes au cours des dernières années. Elle est passée de 21 livres à 18 livres par personne par année. La Nouvelle-Écosse transforme ses pommes de toutes les manières imaginables, mais ne produit pratiquement pas de cidre. À part les pommes, rappelons que la vallée d'Annapolis produit également des prunes, des poires et des bleuets. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline, tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as pris qu'au bout des chagrins. À quel moment on va retrouver des Français ici à Grand Pré où on se retrouve actuellement? À 1600, la Nouvelle-Écosse, dans la période de 100 ans, a changé de main 9 différentes fois. De France à Anglais. Et le district de Port-Royal a devenu comme un champ de bataille. On a ces Français-là qui voulaient s'échapper de cette région-là. Ils sont rendus cette région ici, le district de Grand Pré, en 1675. Et puis 1713, la traité d'Utrecht, un arrangement entre la France et l'Angleterre qui a donné toute la Nouvelle-Écosse aux Anglais, avec l'exception de l'île Royale, qui est maintenant le Cap-Breton. Louisbourg était la capitale. C'était des agriculteurs, principalement ici à Grand Pré, qui utilisaient d'ailleurs des techniques qui ressemblaient à celles qu'ils connaissaient en France, je pense. Certains. Oui, ils faisaient la pêche, et ils travaillaient le bois, ils allaient dans le bois, il y avait il y avait du bois, puis ils faisaient la chasse aussi, puis l'agriculture. C'est comme ça qu'ils vivaient. Je pense même que les digues qu'ils ont pu bâtir à l'époque existent peut-être encore aujourd'hui. Ces Français ici étaient habitués aux digues en France. Et ce sont les premières choses qu'ils ont fait quand ils sont arrivés ici. C'était plus facile pour eux autres à bâtir les digues que c'était à défricher le terrain plus haut.